Je ne peux m'empêcher de jeter un regard à la façade en face de moi, surpris. J'avais bien vu que le cabinet se trouvait au-dessus d'un café, en cherchant son emplacement sur Google Maps. Mais je ne m'attendais pas à ça. Devant moi s'ouvre une porte vitrée teintée, tout comme les vitres qui s'étalent de chaque côté, ce qui m'empêche de distinguer totalement l'intérieur de l'établissement. On peut tout juste percevoir les silhouettes de quelques clients, assis derrière les baies ornées de motifs réalisés à la peinture dorée. J'imagine que ceux-ci doivent changer régulièrement. Noël approchant, ce sont des boules et du hou qui sont dessinés, entourés d'arabesques de bon goût. À droite de la porte, une enseigne attire naturellement mon regard. Elle est constituée d'une tasse de café fumante surmontant une pile de pancakes. En dessous, un panneau indique le nom du lieu, le Recoin Gourmand. Un nom chaleureux qui donne envie d'en pousser le battant, même si je n'en ai absolument pas le temps. Reprenant mon chemin, je ne peux m'empêcher d'admirer la façade du café. Peinte de vieux roses et de dorures, on la croirait sortie d'un conte de fées, ou d'un temps ancien. En admirant la devanture de cet établissement, j'ai la sensation d'être revenu au siècle dernier, dans les années 20 peut-être. Quand la porte s'ouvre, faisant teinter un carillon mélodieux, j'ai presque l'impression que la personne qui quitte les lieux sera vêtue d'une robe courte, d'un manteau mi-long et portera un chapeau, des cheveux au carré ou à la garçonne et des petits talons. Bonjour à toi, passionné de lecture. Moi, c'est Jonathan, hôte de ce podcast, où je donne mon avis sur mes lectures. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau roman d'Aurélie Château-Martin, que j'ai la chance de bêta-lire et que tu retrouveras donc souvent dans ce podcast. Je te lis le résumé avant de passer à ma chronique. Andrea déteste sortir de sa routine et perdre ses repères. Pourtant, ouvrir un cabinet d'acupuncture est une nécessité qui va le forcer à chercher de nouvelles habitudes. C'est ainsi qu'il est amené à fréquenter le Recoin Gourmand, le café qui se trouve sous son cabinet. Si le lieu lui plaît instantanément, l'un des serveurs, Léo, l'intrigue. Ses cheveux blancs et ses grosses lunettes à verre fumé l'ont d'abord perturbé, mais sa méfiance se transforme rapidement en un mélange de curiosité et de fascination. Léo est jeune, il est gentil et timide, il est malvoyant et semble fuir le soleil. Andrea aime son apparence un peu fragile, presque éthérée, autant que l'énergie si particulière qui se dégage de ce beau garçon aux allures si différentes. Sans même s'en rendre compte, Andrea va apprendre à le connaître, à force de l'observer. Sa manière de servir le café, ses petits gestes et ses manies, ses douces attentions et sa trop grande réserve. Andrea aime chacune des facettes qu'il découvre de Léo. Pour autant, il n'a jamais envisagé de le rencontrer en dehors de leur bulle quotidienne. Aussi, quelle n'est pas sa surprise quand, un jour, le jeune homme prend rendez-vous à son cabinet d'acupuncture. La chronique. Je vais commencer par parler de l'ambiance qui se dégage de ce roman et qui est cosy à souhait. On se retrouve dans une petite bulle hors du temps, dans ce café au nom qui donne envie. Lumière tamisée, calme, sérénité et de bons petits plats. Que demande le peuple? En fait, le Recoin Gourmand est comme un personnage à part entière de cette histoire. On a vraiment l'impression d'y être et on s'y sent tout simplement bien. Sans parler du côté nourriture qui te donnera forcément l'eau à la bouche. Moi, en tout cas, ce roman m'a donné faim plus d'une fois. Café, aiguille et cheveux blancs est un roman qui prend tout son temps. Aussi bien pour poser une ambiance que pour nous présenter ses personnages, à la fois atypiques et terriblement attachants. Alors non, pas d'action épique ici, ni de scénario alambiqué qui vous retournera le cerveau. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, parfois, de se poser un moment et d'apprendre à connaître des personnages et de les voir devenir petit à petit nos amis. Les voir évoluer dans leur vie, avec leur caractère, leur passion, leur handicap aussi. Car oui, Café, aiguille et cheveux blancs est un roman qui parle de handicap. Ou plutôt, un roman qui met en scène différents handicaps sans que cela ne devienne du voyeurisme. C'est fait avec douceur, bienveillance et respect. Léo, tout d'abord, souffre d'albinisme et de tous les maux qui accompagnent généralement cet état. Problèmes de vue, sensibilité au soleil et j'en passe. J'avoue avoir appris énormément de choses sur cette condition en lisant ce roman que je n'imaginais pas aussi handicapante. Et comme les personnages de ce roman sont loin d'être caractérisés uniquement par leur handicap, Léo est aussi un jeune homme timide, pudique, passionné, qui rougit très facilement, surtout quand un certain client est dans les parages, mais qui possède tout de même un petit caractère bien trempé malgré tout. J'ai trouvé Léo extrêmement touchant, pour dire la vérité. Andrea, ensuite, est autiste. Et oui, être autiste est véritablement handicapant. Surtout dans une société ultra codifiée et qui rejette les autres au moindre faux pas, entre gros guillemets. Andrea est quelqu'un de très touchant, lui aussi. Pas forcément bougon, j'aime tout de même son côté un peu râleur et taciturne, en apparence tout du moins. Il est aussi très passionné, intéressant et prévenant.
À vrai dire, je me suis énormément identifié à ces deux personnages, m'imaginant clairement comme leur enfant spirituel. Je pense vraiment ressembler à un mélange de leurs deux personnalités, c'est assez drôle quand on y pense. L'histoire essaie de leur rencontre, de nouvelles habitudes qui se forment, d'une timidité maladive les empêchant de se rapprocher davantage, et enfin de leur apprivoisonnement doux et lent. En fait, je pense que Café, Aiguille et Cheveux Blancs est la définition même du slow burn. J'imagine même que ça peut paraître trop lent pour certaines personnes, mais j'avoue que j'ai adoré cette lenteur justement. Et même une fois le rapprochement effectué, ça reste lent, ça tâtonne, ça hésite. J'ai trouvé ça finalement très réaliste et complètement en accord avec la personnalité des deux personnages. Je suis également très heureux de ne pas trouver de scène de sexe dans ce roman. Ça aurait été complètement contre la logique des personnages et ça m'aurait mis plutôt mal à l'aise, je pense. Attention, il y a cependant des discussions autour du sexe que j'ai trouvées très intéressantes, même si aussi un peu malaisantes dans le fond, mais pas dans un sens négatif, plutôt parce que les personnages eux-mêmes étaient gênés d'avoir ce genre de conversation. Mais c'est franchement réaliste du coup et très bien fait. Je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, à part que j'ai adoré ma lecture, qui m'a vraiment permis de me mettre dans une petite bulle de mignonnerie bienvenue. Un petit mot quand même sur les personnages secondaires, en commençant par les parents, qui sont absolument adorables, et en passant par Baptiste et Gemma, que vous connaissez déjà si vous avez lu Moi, ma fille l'océan et mon voisin de bungalow, puisque Léo est le frère de Baptiste. La première chronique de ce podcast était d'ailleurs consacrée, à mon avis, sur ce roman. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oreille. Ça fait franchement plaisir de les retrouver, et la dynamique entre les deux frères est très intéressante. Enfin, on retrouve Théo, le frère d'Andrea, que j'ai vraiment adoré aussi. Bref, une histoire et des personnages très attachants avec lesquels j'ai passé un très bon moment. Une petite bulle de douceur dans ce monde cruel qui fait tellement de bien au cœur. Voilà, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie de découvrir ce roman atypique, bienveillant et rempli de bonnes ondes. Si tu veux soutenir ce podcast, tu peux t'y abonner sur ta plateforme d'écoute, commenter là où c'est possible de le faire, ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Les liens de l'autrice sont également en description. Dans tous les cas, je te souhaite de bonnes lectures, je te dis à la semaine prochaine, et je te laisse avec une petite citation, comme d'habitude. Des bisous. Moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas que je suis timide, c'est que je ne sais pas trop comment aborder les gens. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais davantage à aller vers les autres, mais souvent, ceux-ci me fixaient bizarrement, comme s'ils étaient dérangés que je vienne leur parler. J'ai conscience d'avoir des difficultés à comprendre les conventions sociales, et je sais qu'a priori, c'est moi qui suis étrange. Mais je n'ai jamais réussi à saisir ce que je faisais mal. Mon frère m'assure que je ne fais rien de mal, que c'est juste les autres qui n'ont pas l'habitude d'interagir avec des personnes neuroatypiques, et que ce sont eux qui réagissent mal. D'après lui, notre société manque cruellement d'ouverture d'esprit et de connaissances sur le handicap et la différence. Ce qui fait que les gens préfèrent rejeter ce qu'ils ne comprennent pas plutôt que d'essayer de s'adapter. C'est sans doute vrai. Mais de mon point de vue, tout ce que je vois, c'est que je ne sais pas engager la conversation de manière normale et que j'ai tendance à mettre les autres mal à l'aise. Les années passant, j'ai simplement arrêté d'essayer. Et c'est devenu très rare que je m'immisce dans une discussion ou que je parle à un inconnu, à moins d'y être obligé. Je préfère me taire plutôt que d'être rejeté ou regardé comme un animal bizarre et malaisant.